commencer avec un peu de retard. Nous avons le mercredi toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il y a des réunions de commissions, et ces commissions ont tendance à se prolonger. Donc, la commission auditionne aujourd'hui M. Bruno Le Roux, donc président du groupe SRC, qui a remis au Premier ministre le 3 novembre dernier un rapport sur la compétitivité du transport aérien français à la suite des travaux du groupe de travail qu'il a animé de juin à octobre. Ce groupe de travail regroupait des organisations syndicales de salariés, des représentants des transporteurs aériens, des exploitants d'aéroports, ainsi que les administrations concernées, au premier rang desquelles, bien entendu, la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Votre constat, Monsieur le Président, confirmé et partagé par les membres du groupe de travail, est en effet préoccupant, et vous proposez une série de mesures pour améliorer la compétitivité de nos compagnies. De manière générale, vous constatez un décalage entre les très faibles marges dans un contexte de concurrence accrue d'un transport aérien en cours de restructuration et la rentabilité des aéroports. Nous aimerions donc que vous présentiez les évolutions de la fiscalité appliquée aux compagnies aériennes et à leurs passagers. Vous proposez, vous en avez parlé dans l'hémicycle dernièrement, notamment d'affecter l'ensemble du produit de la taxe d'aviation civile au budget annexe contrôle et exploitation aérien et d'exonérer à partir du 1er janvier 2016 les passagers en correspondance du paiement de la taxe d'aviation civile. Je vais maintenant, Monsieur le Président, vous passer la parole, cher Bruno. Merci Jean-Paul. C'est un plaisir de venir devant votre commission pour dire quel a été le travail mené ces derniers mois sur une mission dont je veux déjà donner le cadre. Elle était, au mois de juin dernier, consécutive, pour dire les choses très clairement, à un mot d'ordre, enfin, à une possibilité, en tout cas une demande très forte faite par le SNPL, qui souhaitait qu'il puisse y avoir une réflexion sur la question de la compétitivité du transport aérien français, et qui avait, dans un certain nombre de discussions, organisé une pression assez forte pour que puisse se mettre en œuvre cette réflexion avec des mesures à la clé. Bien entendu, la contrepartie, c'était, ou tout au moins la pression qui est exercée à ce moment-là, c'était la possibilité qu'il puisse y avoir des mouvements qui partent. Comme le dit ma grand-mère et très certainement la vôtre, la peur n'évitant pas le danger, on n'a pas évité la grève derrière, qui n'était pas liée à cette question-là. Mais voilà, je rappelle l'origine de cette mission qui m'avait été confiée par Frédéric Cuvillier et par le Premier ministre, parce que la mission était forcément dans un temps très limité, puisqu'elle devait pouvoir donner lieu, à l'origine, à des mesures qui puissent être prises dès le vote, dès l'examen de notre projet de budget. Ensuite, on m'a demandé de présider un groupe qui avait déjà été formé. Le groupe de travail avait été formé, il était constitué, le président Chandeguet vient de le rappeler, des compagnies aériennes représentées à l'intérieur des deux principaux syndicats, la FNAM et le SCARA, des représentants du personnel au nombre de 4, représentants pour 2 d'entre eux, le SNPL, ensuite les syndicats PNC et le représentant salarié, des salariés au conseil d'administration d'Air France. Il y avait les aéroports représentés par l'UAF et à l'intérieur de l'UAF une présence durant toutes les réunions d'un représentant d'aéroport de Paris. Il y avait les différentes administrations de l'État, le budget, direction, la sécurité sociale, enfin il y avait toutes les administrations d'État qui étaient représentées à côté bien entendu de la DGSE qui a piloté avec mes collaborateurs le secrétariat administratif du groupe de travail. Et il y avait, voilà, je pense avoir fait là, la composition du groupe qui comptait une trentaine de membres et donc que le ministre m'a demandé de présider. Le parti pris, c'était d'abord de tenir les délais et de faire en sorte que, puisqu'il y ait
un groupe de travail. Ce groupe de travail se concentre sur la lettre de mission qui était celle du ministre, c'est-à-dire des mesures permettant d'améliorer la compétitivité de ce secteur en grande difficulté. Je vais en dire deux mots tout de suite. Le rapport a donc été rendu dans les temps, il y a maintenant presque un mois, à la fin, au début, ou plutôt au début du mois de novembre dernier, et je reviendrai aussi dans un second temps sur la façon dont nous essayons d'en décliner dès la remise un certain nombre de préconisations. D'abord sur le diagnostic. La partie diagnostic, vous le verrez dans le rapport, n'est pas extrêmement... Elle vise à être très synthétique et elle vise à être très alarmiste. Et je pense qu'il faut être aujourd'hui alarmiste sur le secteur et le transport aérien français. Il y a eu de multiples rapports. Donc, il n'était pas question uniquement de répéter ou de vouloir faire au poids un rapport qui soit supérieur à tous ceux qui ont été faits ces dernières années. Monsieur Abraham, pour son dernier rapport, avait fait un rapport sur les compagnies françaises sont-elles mortelles, où il évoquait un certain nombre de scénarios. Je pense qu'aujourd'hui, dans les différents scénarios qu'il évoquait, celui qui tient le plus la corde est le fait que nous puissions voir à terme et à court terme disparaître les compagnies aériennes françaises si nous n'en prenons pas la mesure, ne prenons pas la mesure de leurs difficultés, et surtout si elles ne prennent pas, parce que bien entendu, ce n'est pas simplement de la façon dont elles sont aujourd'hui sur le paysage, privé pour la totalité d'entre elles, en tout cas à majorité de capitaux privés, ce n'est pas simplement une action de l'État qui peut aujourd'hui les remettre en situation de bonne santé, voire de très bonne compétitivité. Mais nous avons un rôle à jouer, et notamment dans l'incitation qui peut être la nôtre à ce qu'elles puissent conduire des réformes qui sont des réformes profondes. Donc, le diagnostic, je ne m'appesantirai pas, ce n'est pas ce qui est le plus important ici, et ça avait été fait maintes fois avant moi. Mais d'abord, dire que l'image que l'on a souvent du transport aérien ne reflète pas l'importance de sa contribution à l'économie française. C'est un poids supérieur à 2% du PIB de notre pays. C'est en même temps des chiffres en termes d'emploi. 78 000 personnes de façon directe, 150 000 emplois si l'on regarde les fournisseurs de premier rang autour des compagnies aériennes, 12 milliards d'euros. Mais à côté de cela, il y a un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que même s'il s'agit aujourd'hui de compagnies à majorité privée, le transport aérien a une incidence en matière de souveraineté pour un pays. Quand un pays voit disparaître ses pavillons et son pavillon en l'air, c'est une partie de sa souveraineté, c'est une partie de son attractivité qui recule. Parce que l'on voit bien qu'il y a des effets ensuite derrière. On peut se dire, Paris sera toujours desservi. Pas de la même façon. On n'est pas desservi de la même façon suivant que l'on a une compagnie nationale et que cette compagnie nationale est ancrée totalement sur un territoire avec une identité, avec des procédures, avec des éléments, avec des circuits de décision qui tiennent compte de la place où elle est et d'où elle vient, de l'histoire qui est la sienne, que quand petit à petit se diluent les choses et quand on est uniquement sur un secteur marchand, alors les choix sont des choix qui enlèvent cette dimension identitaire, qui enlèvent cette dimension d'attachement à un pays, d'attachement à un hub, et petit à petit se délite, je pense, la capacité à pouvoir fournir le meilleur service à un pays. Et donc, je mets en garde, la première mise en garde, c'est faisons attention. Je pense que pour parler de la compagnie nationale, le nom d'Air France ne disparaîtra jamais. C'est une marque tellement extraordinaire que... mais ce qui peut se modifier, c'est le capital de l'entreprise. Les entreprises sont toutes aujourd'hui, les entreprises françaises, dans des situations capitalistiques très difficiles, sous-capitalisées, avec des difficultés à envisager l'avenir, à envisager de nouveaux développements, de nouveaux investissements. Et donc, la marque Air France, je pense, celle-ci, elle ne disparaîtra jamais. Par contre, l'évolution du capital peut, à court terme, entraîner des changements dans la stratégie, et des changements dans la stratégie vis-à-vis même d'un pays.
Et c'est à cela que nous devons veiller. Je pense que la façon dont aujourd'hui est organisée la compagnie, dont elle est capitalisée aujourd'hui, préserve la France, préserve le hub de Charles de Gaulle, préserve des développements sur Orly, préserve une présence dans nos régions, même si on peut bien entendu discuter à l'infini de la façon dont sont opérées aujourd'hui les liaisons, mais ça, ce n'était pas l'objet du rapport. Mais voilà, cet élément qui n'est pas mesurable par des chiffres très précis mérite quand même d'être souligné. Avoir un transport aérien, un pavillon national en l'air, c'est un élément qui touche à l'attractivité et quasiment même à la souveraineté d'un pays. Et donc nous devons y veiller. Je dis dans un deuxième temps que le pavillon français est indispensable à l'excellence et au dynamisme de la France, mais je viens déjà de vous le dire. Ensuite, j'ai constaté dans le rapport que le pavillon français profite trop peu de la croissance du trafic aérien. Nous sommes depuis plusieurs années dans une croissance du nombre de passagers et la part du pavillon français se rétracte particulièrement depuis 2008. C'est-à-dire que si l'on regarde uniquement les chiffres de nos transporteurs, on y voit les évolutions positives. Mais les évolutions positives marquent une rétractation des parts de marché par rapport à une évolution du nombre de passagers qui est bien supérieure à l'évolution que connaissent aujourd'hui nos compagnies aériennes. Et il y a dans le même temps une baisse qui doit inquiéter parce qu'elle était génératrice de ressources pour nos compagnies, une baisse du fret en France qui, là encore, met nos transporteurs en difficulté. Ensuite, j'ai essayé de regarder les transporteurs. Nous sommes un pays où il y a peu de création de nouvelles compagnies. J'ai essayé, il n'était pas dans un syndicat, mais j'ai essayé par exemple de discuter et d'écouter une nouvelle compagnie qui vient de se créer, mais qui n'était dans aucun des deux syndicats, ni le SCARA ni la FNAM, qui est la compagnie. Vous savez, cette compagnie qui s'était déjà créée il y a quelques années sous le nom de l'Avion, et qui fait du point à point et notamment du Paris-New York uniquement équipé en business, qui ensuite a vendu la compagnie qui maintenant s'appelle Open Sky et qui a recréé une nouvelle compagnie qui s'appelle La Compagnie, justement. Mais la création d'une nouvelle compagnie, c'est en fin de compte en France un événement. Alors que dans d'autres pays autour de nous et d'autres pays européens, il y a une vivacité sur ce secteur, de nouvelles entreprises qui se créent et un certain nombre d'acteurs qui bien souvent sont au nombre de 2 ou 3 et qui sont des acteurs de taille majeure. Nous n'avons en France qu'un seul acteur de taille majeure et ensuite des compagnies qui sont véritablement, qu'on peut qualifier, sans que ce soit péjoratif, de petites compagnies dans notre pays. Et donc des acteurs de taille très très inégale. Et une chaîne de valeur assez déséquilibrée. Est-ce qu'il est possible, l'une des questions du rapport, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des compagnies qui aillent mal et les aéroports qui vont bien? Et est-ce que c'est durable de façon, est-ce que c'est durable très longtemps? Ça m'a forcément amené à travailler avec Aéroports de Paris, pas sur Aéroport, avec Aéroports de Paris qui était représenté, bien entendu, dans le groupe de travail. Et j'ai découvert, ce qui pour vous devait être connu depuis longtemps sur ce secteur, mais j'ai découvert, par exemple, sur Aéroports de Paris, un fonctionnement qui s'appelle la double caisse. Alors, aucune référence, bien entendu, à quelque chose qui serait illégal, voire interdit. C'était un système totalement légal, je rassure ici tout le monde, mais Aéroports de Paris est organisé, c'est d'ailleurs une spécificité que l'on ne retrouve pas ailleurs dans l'organisation des services aéroportuaires, mais est organisé avec une double caisse, c'est-à-dire une caisse qui concerne ce qu'on appelle le périmètre régulé, c'est-à-dire ceux qui concernent le fonctionnement de l'aéroport, le service donné aux compagnies et qui permet de calculer la redevance que l'on demande aux compagnies à partir des services et des investissements qui sont prévus. Tout cela discuté dans le cadre de contrats de régulation sur lesquels d'ailleurs il y a et s'opère une discussion aujourd'hui en ce moment. Mais il y a une deuxième caisse qui concerne les services marchands, les services commerciaux. Et celle-là, elle ne participe pas à l'établissement des redevances. C'est-à-dire que, bien entendu, pouvez-vous imaginer que les redevances commerciales, aujourd'hui, alimentent de façon très forte le modèle économique d'Aéroports de Paris, la rentabilité d'Aéroports de Paris. On peut même penser qu'il peut y avoir un lien avec les passagers qui sont amenés par les avions. Mais pour l'instant, il n'existe pas.
ou il n'existe que très faiblement. Et donc, il y a une discussion, et je reviendrai tout à l'heure sur les propositions, pour faire en sorte que puisse s'organiser une forme de porosité entre la caisse, qui est la caisse très largement bénéficiaire, qui participe aux bénéfices, et notamment par les passagers qui sont amenés ou qui partent avec notre transporteur aérien, et la caisse qui s'occupe du périmètre régulé et qui permet de calculer les redevances. Enfin, dernier élément, mais ça vous le verrez encore dans le rapport, dans les enjeux de compétitivité, c'est un secteur qui perd des emplois aujourd'hui, qui a des charges pesantes et des recettes en baisse, des coûts de toucher élevés et des concurrents mondiaux qui sont fortement soutenus par leurs États d'origine. C'est aussi un élément. J'ai choisi là encore de dire les choses très clairement dans le rapport. Il y a aujourd'hui une concurrence qui est une concurrence peu loyale de la part d'acteurs, et je pense notamment aux compagnies du Golfe, mais on voit bien, et cela c'est la stratégie aujourd'hui d'un certain nombre de ces États, que de passer de la rente pétrolière à des éléments qui sont des éléments fortement à forte valeur ajoutée, notamment sur l'industrie du tourisme, et que pour cela, placer les hubs, et notamment par exemple le hub de Dubaï aujourd'hui a une importance capitale pour générer du trafic, générer des passagers, et en correspondance et générer des ressources qui sont des ressources nouvelles. Et on a une chaîne de valeur là qui, à la différence de celle que l'on connaît dans notre pays, est parfaitement intégrée avec des compagnies qui ont accès à des carburants, qui ont accès à des capacités d'achat d'avions, à des capacités d'endettement, à des taxes qui sont bien entendu moindres, en tout cas à une concurrence qui est une concurrence aujourd'hui qui ne s'opère pas avec les mêmes contraintes ni les mêmes... J'ai tendance à dire que quand on regarde aujourd'hui une compagnie du Golfe et Air France, il y en a une qui a des fers aux pieds, notamment par un certain nombre de décisions qui peuvent être nos décisions, et d'autres compagnies qui sont aujourd'hui propulsées par leur État pour devenir les acteurs majeurs, faisant en sorte que, devenant les acteurs majeurs, elles développent ensuite les infrastructures internes à ces pays. Puisque l'objectif, bien entendu, aujourd'hui de ces pays, c'est de faire de leur hub le centre du monde et le lieu de passage obligé. Ils ont un certain nombre d'avantages géographiques à cela qu'ils essayent aujourd'hui de capitaliser de façon commerciale en précipitant. Et d'ailleurs, si vous allez sur un moteur de recherche aujourd'hui pour n'importe quelle destination dans le monde, un peu éloignée, pas les destinations européennes proches, mais vous avez toutes les chances qu'on vous propose une compagnie où l'escale se fera par le hub de Dubaï, qui est aujourd'hui dans les moteurs de recherche, dans quasiment 100% des cas, vous tomberez sur une proposition qui vous sera faite de ce côté-là. Ensuite, le groupe de travail, il y avait une seconde partie qui est intéressante à regarder parce qu'elle reflète les propositions de tous les acteurs du groupe. Donc sans hiérarchie entre les propositions, sans même souvent parti pris dans les propositions, mais j'ai souhaité que dans la deuxième partie, puisque le groupe de travail était composé d'acteurs très différents, que l'on puisse retrouver toutes les propositions qui soient faites par chacun de ces acteurs. Et donc, vous trouverez dans cette deuxième partie un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été retenus dans la troisième partie étant celle sur laquelle je vais maintenant passer quelques minutes, passer quelques minutes pour dire que sur cette troisième partie, j'ai essayé de faire des propositions qui soient très précises. Première proposition, et j'en parle devant le président du Conseil supérieur de l'aviation civile, c'est la simplification. Les patrons de compagnie qui étaient là dans leur responsabilité avaient très conscience de la capacité de la France, par ses finances publiques, à assumer aujourd'hui, si tant est que ce soit possible d'ailleurs, en matière de règles de compétition, notamment européennes, mais à faire un effort dans la situation de nos finances publiques. Et donc, ce qu'ils ont souhaité que nous mettions en premier élément du rapport, c'est les mesures de simplification.
Donc cet après-midi, d'ailleurs, avec Gilles Savary, sur un travail qu'il a déjà engagé donc, au sein du Conseil supérieur, mais nous avons une séance de travail avec Thierry Mandon pour voir dans quelle mesure Thierry Mandon pourrait s'emparer d'un certain nombre de dimensions qui sont extérieures à la DGAC, qui peuvent toucher les affaires sociales, qui peuvent toucher, enfin, essayer de remettre toutes les administrations d'État autour d'un certain nombre de problématiques pour essayer d'aller vite sur les mesures de simplification. Il faut nous-mêmes d'ailleurs que l'on veille à ce que la demande de simplification soit bien assumée par tout le monde, parce que quand l'on discute de la transposition de certaines directives, suivant qu'elles sont transposées en France ou suivant qu'elles sont transposées par exemple au Royaume-Uni, cela peut donner une différence du simple au centuple dans le nombre de lignes qui sont celles de la transposition. Donc on a toujours une tendance, mais c'est notre côté, il faut tout dire, il faut assurer la sécurité maximale, la sûreté maximale, mais on en arrive quelquefois à des transpositions qui sont des transpositions très lourdes. Donc première mesure, la question de la simplification. Deuxième mesure, sur la taxe d'aviation civile. Les compagnies aériennes, c'est difficile de leur dire le contraire, disent, ben voilà, nous payons aujourd'hui en France les taxes normales, celles qui sont demandées à toutes les entreprises, les impôts normaux quand il nous arrive de faire, sur les sociétés, quand il nous arrive de faire des bénéfices, mais nous payons une taxe qui est la taxe d'aviation civile. Et cette taxe d'aviation civile, elle revient pour partie aujourd'hui au budget général de l'État, alors que nous avons des besoins en matière de compétitivité. C'est vrai d'ailleurs, puisque la taxe d'aviation civile, qui augmente toutes ces dernières années, a une partie qui est une partie de plus en plus forte, qui est affectée au budget général de l'État, l'autre partie étant donc affectée au BACEA. Et donc, c'est un élément pour moi central dans les propositions du rapport, parce que c'est un élément quasiment de crédibilité pour les compagnies. Pour leur dire, il faut vous réformer, il faut que vous puissiez vous mettre en situation d'aller affronter la concurrence. Je pense qu'une des premières mesures, c'est de dire les taxes qui sont aujourd'hui collectée sur les passagers, la taxe d'aviation civile, sera consacrée uniquement au budget de l'aviation civile. Bien entendu, Bercy n'est pas de cet avis. Et lorsque j'ai défendu en séance, il y a maintenant 15 jours, avec Gilles Savary et Jean-Claude Fruteau, un amendement qui permettait de basculer la totalité pour le 1er janvier 2016, il y a eu un avis de la ministre, mais qui était plutôt, je le pense, on est entre nous ici, un avis de Bercy qui était négatif à cette mesure, que je vous remercie d'avoir voté, et je proposerai, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative la semaine prochaine, la même mesure d'application immédiate pour le 1er janvier 2015. Mais ça me semble être une mesure centrale parce qu'elle est la mesure qui permet ensuite de mettre chacun des acteurs face à ses responsabilités. Cette mesure, elle permet à la DGAC d'affecter un certain nombre de ces millions à son désendettement, d'avoir très certainement aujourd'hui 2 ou 3 mesures qu'elle ne pouvait pas prendre avec le budget qui était le sien, mais cela permet surtout de mettre en œuvre la deuxième proposition du rapport, qui est l'exonération de taxes pour les passagers en correspondance. Et aujourd'hui, nous avons intérêt à prendre une mesure d'exonération de taxes d'aviation civile pour les passagers en correspondance parce que c'est un profond facteur de déséquilibre aujourd'hui dans la compétition des hubs, même au niveau européen, par rapport au hub de Francfort ou par rapport au hub de Londres. Nous sommes aujourd'hui désavantagés par cette taxe qui touche les passagers en correspondance et la plus grande partie, 60 millions d'euros, de ce qui aujourd'hui serait affecté en supplément au BACEA, irait à l'exonération le plus tôt possible, et je l'espère le 1er janvier 2015, de la taxe sur les passagers en correspondance. Juste la fiche action numéro 3, c'est les investissements. Je ne vais pas plus loin, mais il y a un très bon rapport qui a été fait par le Conseil général du développement durable il y a maintenant quelques semaines sur la sûreté du transport aérien, sur lequel je vous incite peut-être à regarder ça de plus près. Nous avons un modèle qui est particulier dans notre pays. Alors que la question de la sûreté est du domaine régalien, dans le secteur aérien, l'État ne finance rien. C'est les compagnies qui financent absolument tout. Or, elles ont à faire face, et les aéroports, bien entendu, en tout cas les acteurs du transport aérien, or, ils ont à faire face dans les prochaines années à des investissements colossaux
suite à l'évolution des normes en matière de sûreté, vous savez, les explosifs, des choses qui sont totalement normales, mais il est nécessaire que l'État, là, en matière d'investissement, puisse prendre ses responsabilités sous peine de graves difficultés. Enfin, dernier, l'évolution du périmètre régulé d'Aéroports de Paris. C'est une discussion que nous devons avoir, bien entendu, et je n'ignore pas que l'entreprise étant cotée en bourse, il faut faire attention à tous les mouvements qui peuvent avoir une incidence sur sa valeur, mais ceux que l'on nous annonce sont bien entendu totalement démesurés par rapport à l'enjeu et par rapport à la proposition qui est faite dans le rapport. Dernière chose qui a fait un peu réagir, la taxe de solidarité, dite taxe Chirac. La caricature à la sortie du rapport a été de dire, et notamment par un certain nombre de mouvements qui sont toujours prompts à venir faire de l'activisme, on veut supprimer aujourd'hui cette taxe et on veut faire en sorte de ne plus pouvoir apporter des vaccins et traiter les malades du sida en Afrique. Bien entendu, il n'en est pas question, ça serait d'une portée bien trop forte dans un rapport sur la compétitivité que de dire qu'on veut supprimer la taxe de solidarité. Je constate simplement que par rapport aux débats initiaux que nous avions pu avoir ici, elle n'a pas été conforme aux objectifs que nous avions fixés. Ce n'est pas aujourd'hui une taxe mondiale. C'est une taxe qui pèse aujourd'hui, que 9 pays ont décidé de mettre en œuvre, sur lequel il y a peut-être 1 ou 2 pays qui sont en train de s'ajouter, mais c'est devenu un facteur qui est un facteur de distorsion de concurrence aujourd'hui entre des pays et entre des compagnies. Et donc la logique qui était la mienne, c'était de dire, puisque l'on ne revient pas, et bien entendu je ne propose pas de revenir sur la taxe, il faut peut-être regarder si l'on peut en changer l'assiette. Il y avait une première possibilité qui existe depuis longtemps, qui était de dire on met ça sur tous les transports à grande vitesse. Enfin, compte tenu de l'état des finances du TGV, dire qu'on va enlever une partie de la taxe pour la mettre sur le TGV, je ne pense pas que ça a été la bonne solution et que ça ne satisferait pas le ministre des Transports. Donc, j'ai fait une proposition qui était de dire qu'il y a en France un secteur sur lequel il y a une assiette très très large. On parle de 210 millions d'euros à trouver sur cette taxe de solidarité et que l'on pouvait peut-être imaginer de faire peser la taxe sur une consommation quotidienne plutôt que sur un voyage occasionnel. Et donc de déplacer sur le secteur de la grande distribution la taxe qui pèse aujourd'hui sur le transport aérien. Bien entendu, tout cela doit donner lieu à des concertations. J'ai moi-même reçu les acteurs de la grande distribution pour en discuter avec eux, en tout cas un certain nombre pour l'instant, qui voient bien, d'abord, qui voient toujours, la première réaction, c'est toujours de dire une taxe supplémentaire, mais qui voient bien le rapport qu'il y a entre 210 millions et le chiffre d'affaires de la grande distribution et le fait qu'étant sur des activités de solidarité internationale, il y a en termes d'image quelque chose qui fait que je n'ai pas senti des réactions qui étaient des réactions indignées à l'idée de ce transfert d'assiette possible. Mais là, c'est des mesures qui sont, à mon avis, à moyen terme, et quand je dis moyen terme, à quelques mois pour 2016, parce qu'elles nécessitent une concertation préalable. Voilà, je pense que j'ai sauté beaucoup de choses, mais je m'excuse du caractère peut-être un peu ne rentrant pas assez dans les détails d'un certain nombre de mesures. Merci, Monsieur le Président. Alors, à la fois beaucoup d'interventions et beaucoup de questions. Je voudrais peut-être verser quelques éléments au débat. Je trouve que les propositions qui sont faites par Bruno Le Roux sont intéressantes et elles doivent nous inviter à faire preuve, je dirais, de cohérence et de pertinence. Et je voudrais aborder 2 points, et je pense que Bruno Le Roux sera sensible à mes propos. Il existe, comme l'a dit le Président, une double caisse en ce qui concerne l'aéroport de Paris, donc le secteur régulé et le secteur marchand. Mais M. de Romanet, que nous avons reçu ici régulièrement, il dit qu'il défend l'intérêt de ses actionnaires. Nous avons un ADP qui est une société qui a été privatisée, donc il défend l'intérêt de ses actionnaires. Donc d'un côté, on dit il y a un problème pour Air France en particulier, parce qu'il y a au niveau d'ADP une double caisse, mais nous défendons tous les uns et les autres, je dirais, la privatisation. D'ailleurs, dernièrement, ce gouvernement a vendu une partie, des actifs qu'il détient dans ADP. Et puis,
pour verser un autre élément au débat, il y a la privatisation donc d'Aéroports de Paris. Bon. Donc voilà, j'invite à beaucoup de réflexion les uns et les autres, à beaucoup de cohérence. Premier point. Deuxième point, une proposition concernant le CICE. On dit qu'il serait intéressant que le CICE concerne aussi les salaires au-dessus de 2,5 SMIC. Moi, j'entends cette proposition, mais j'entends aussi d'autres demandes qui ont été faites, comme par exemple, il serait intéressant qu'on cible les secteurs d'activité pour le CICE. Alors peut-être que demain, on pourrait dire le CICE, il bénéficie de manière en priorité aussi au secteur aérien. On pourrait identifier. Sinon, je ne vois pas très bien comment on fait et comment on va dans le sens qui est prôné par Bruno Le Roux. Voilà, je voulais simplement verser au débat ces deux éléments de réflexion parce que je pense que nous avons besoin les uns et les autres de faire preuve de beaucoup de cohérence. Voilà. Gilles Savary pour le groupe SRC. Essayez de ne pas être trop long puisque j'ai, je ne sais plus combien de 18 intervenants. On va essayer d'être bref, mais on va quand même féliciter Bruno Le Roux de son rapport qui est extrêmement concret, excellent, puis qui a été mené tambour battant sur un sujet qui est un sujet dont on venait tout juste de se saisir au XAC, mais de façon extrêmement lente, et donc le travail est fait. Oui, je crois qu'il faut le dire ici, la situation est critique. Elle n'est pas désespérée, mais elle est critique dans le transport aérien français, parce qu'évidemment, il n'a pas échappé au bouleversement du monde. Je dirais même que le transport aérien étant par nature international, il subit des chocs frontaux à l'échelle de la planète, et la distance n'y fait rien. On est dans des concurrences totales. Et qu'est-ce qui a bougé ? Ce qui a bougé d'abord, c'est très paradoxalement une augmentation des trafics. C'est-à-dire que l'avenir du transport aérien est mirobolant, si je puis dire. Des masses de population sont en train de s'éveiller à la mobilité, à partir en vacances, à faire des transports transcontinentaux. Mais malheureusement, tout ça est décalé. C'est le sud-est asiatique qui fournit l'essentiel des clientèles et qui se développe. Ce sont donc les Émirats qui essaient de jouer de leur position géographique pour assécher, les Émirats et la Turquie, assécher les hubs européens. C'est le Pacifique et les relations entre les États-Unis, la Chine, qui vont dominer le monde dans les années qui viennent. Et donc, il y a un risque de marginalisation de nos vieilles et vénérables compagnies historiques, qui sont nées à l'époque des empires, en plus, et qui donc étaient très dominantes. Donc, au plan géopolitique, c'est quand même quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Deuxièmement, la libéralisation des marchés a terriblement réussi en termes de démocratisation du transport aérien. On est sur une baisse tendancielle des prix du transport aérien, considérable, avec évidemment les coûts qui ne baissent pas autant, mais avec un effet adaptatif, vous l'avez noté, l'apparition du low cost sur le point à point, qui a été fulgurante, qui a été négligée par les compagnies historiques, qui aujourd'hui représente plus de 50% du marché européen, plus de 50%. La première compagnie européenne, c'est Ryanair, ça n'est plus une compagnie historique. Donc autant vous dire qu'il y a le feu au lac. On est dans une espèce de mâchoire concurrentielle entre le low cost sur le court courrier et qui fonctionne très bien. Alors, il y a les low cost voyous, mais vous avez vu que la justice y a mis bon ordre récemment avec le procès Ryanair-Marignane. Donc tout le monde convient que le low cost est un modèle économique génial, une innovation remarquable, qui est d'ailleurs plébiscitée par la population. Donc il existe, on ne le réduira pas. Et puis l'autre mâchoire, c'est la mâchoire du Golfe qui a été décrite tout à l'heure excellemment par Bruno Le Roux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester dans la béatitude de notre splendeur passée et de ce qu'a représenté Air France. Il n'y a plus que trois groupes. Il n'y a plus que trois groupes en Europe. Hein, c'est British Airways, c'est Lufthansa et c'est Air France KLM qui ont absorbé la plupart des autres compagnies historiques, y compris Iberia ou Alitalia, qui, elle, est en train de partir avec Etihad, c'est-à-dire le Qatar. Donc voilà, la situation a été très bien décrite. Je crois qu'elle est elle doit attirer notre attention. Il en découle, vous le savez, Air France en difficulté financière depuis 2008 avec la crise, quelque chose comme moins 500 millions de résultats opérationnels, avec évidemment par ailleurs ces problèmes de position concurrentielle par rapport au low cost qui est en train de gagner des parts de marché partout sur le point à point et sur le marché intérieur. Et il en résulte, paradoxalement, ça a été dit, 1 milliard par contre de résultats opérationnels pour Aéroports de Paris. Voilà, les deux. Et donc on ne peut pas dissocier complètement Aéroports de Paris qui perd aussi des points par rapport aux aéroports concurrents
en Europe. Donc voilà quelle est l'équation telle qu'elle est posée, et les réponses qui ont été apportées par Bruno Le Roux sont des réponses d'évidence. Je me pose simplement la question de savoir si l'État est capable de les digérer. C'est à peu près, si on mettait tout en place, je pense que c'est autour de 300 millions d'euros par an qu'on injecterait dans le système aérien si on supprimait, si on mettait en place les préconisations de Bruno Le Roux au niveau des taxes. Élargissement des assiettes, prise en charge d'une partie de la sécurité, de sûreté par l'État, et ainsi de suite. Donc voilà quelles sont les mesures qui sont proposées. Moi, je préconise qu'on les soutienne le plus massivement possible. Mais le repositionnement de l'Europe et d'Air France ne se réduit pas simplement à un allègement de taxes. Il faudra des déploiements stratégiques extrêmement rapides, après avoir tant traîné à se redéployer. Il faudra aussi que la puissance publique mette de l'ordre dans sa tête sur le lien entre aéroports, compétitivité des aéroports et compétitivité d'Air France. Bon, je vais vous poser deux questions. La double caisse, très bonne question. Il est évident que l'aéroport de Paris se nourrit des clients d'Air France. Il n'y aurait pas Air France, il n'y aurait pas les commerces d'aéroports de Paris. Donc, il serait quand même légitime que cette double caisse disparaisse. Seulement, je me pose la question de savoir si on ne va pas être dans le même syndrome que celui des autoroutes, puisque maintenant, Aéroport de Paris nous dit « je finance Charles de Gaulle Express ». À l'État, ce n'est pas la peine d'y mettre beaucoup d'argent. Et donc, ils vont justifier très vite la double caisse en disant « regardez, je réinvestis en permanence ». Donc moi, je pense que ce qui est très important, c'est de regarder le contrat le contrat qui est de régulation qui est en place. Et voilà. Deuxièmement, je pose la question à Bruno Le Roux. Bon, sur les aéroports, on voit ce qui se passe à Toulouse. Donc à Toulouse, toute stratégie aéroportuaire pourrait nous échapper. Est-ce qu'il faut qu'on continue à ouvrir le capital ou à vendre le capital de l'État? Ou est-ce que l'on ne peut pas considérer, comme sur le chemin de fer, comme pratiquement dans tous les autres domaines des transports ou des économies de réseau, l'infrastructure est publique quand le marché est ouvert? Actuellement, c'est ce qui se passe sur le gaz, l'électricité, c'est ce qui se passe sur le ferroviaire. Et la question va très vite nous rattraper. Enfin, la question de Toulouse est une question d'ailleurs exemplaire, puisque, après tout, Toulouse aura intérêt à prendre les Chinois. Il n'y aurait pas de problème de régulation nationale. Il pourrait avoir un hub chinois qui déstabiliserait peut-être Paris, et éventuellement Air France. Donc il n'y a plus de politique aérienne possible. Si on fait pareil avec Lyon, si on fait pareil avec Bordeaux. Gilles. Voilà. Donc je vous pose la question sur les aéroports. Pardon. Je te connais. Il est très bavard, Gilles. Il est toujours très bon, d'ailleurs. Jacques-Alain Benisti pour le groupe UMP. Excuse-moi, mon cher Gilles, mais je peux me permettre certaines choses avec toi. Voilà. Bien. Merci, Monsieur le Président. En fait, moi je pense que Bruno Le Roux avait plutôt une mission impossible qu'une mission désespérée. Donc c'est un choix, ou mission désespérée ou mission impossible. Mais je dois le féliciter parce qu'il s'en est quand même pas mal sorti. Parce qu'il faut oser, dans un groupe composé de syndicats et de l'administration, oser proposer la simplification. Moi, je l'ai fait dans un autre texte sur la fonction publique, etc. Évidemment, on n'a pas obtenu véritablement tout ce qu'on voulait, évidemment, proposer. Donc, je dois le féliciter parce qu'il a quand même tiré des propositions, je dirais, le début du commencement, effectivement, d'une amélioration de la compétitivité en matière de trafic aérien. Cela dit, il ne trouvera pas outrance à ce que je vais dire, mais ce n'est malheureusement pas, avec les propositions qu'il a faites, qu'on va relancer la compétitivité, etc. Mais je pense qu'il en est également conscient et qu'il le prenne pas mal, évidemment. Parce qu'en matière de simplification, évidemment, et je partage évidemment l'ensemble de ces propositions sur la simplification, sur les taxes, exonération des taxes pour les passagers en correspondance, évidemment, pour être concurrentiel par rapport notamment au Golfe, mais pas essentiellement sur les aéroports européens, c'est évidemment aujourd'hui indispensable. Mais ce n'est pas ça qui va
relancer véritablement la compétitivité. En matière de sûreté, l'État, c'est vrai, ne subventionne rien. Pire encore, l'État vient de valider un trafic aérien qui passe à 2 minutes de l'Élysée, de la tour Montparnasse et de la tour Eiffel. Aujourd'hui, des avions qui passent à 700 mètres, qui viennent du Golfe, avec évidemment des avions, des Falcon, etc. On ne connaît ni la provenance, ni la destination. Et l'État se désengage en disant, c'est effectivement à la DGAC, aux compagnies aériennes et à ADP de régler, évidemment, ce trafic. Moi, je pense très sincèrement que Monsieur le Président, vous avez tapé un peu sur ADP. Est-ce que vous savez que c'est le numéro 1 mondial, aujourd'hui, du concept aéroportuaire, donc sur l'ensemble des différentes plateformes. Aujourd'hui, il est en concurrence, effectivement, avec les Américains partout. ADP nous représente également, comme Air France le fait, sur l'ensemble des pays. Aujourd'hui, il a un concept et un savoir-faire qui est unique au monde. Voilà. Donc, la taxe Chirac, bon, évidemment, c'est 1 euro par passager, etc. On peut tout faire sur la taxe Chirac, etc. Mais c'est, à mon avis, pas le problème aujourd'hui. Le vrai problème, et je dirais que Bruno Le Roux, entouré, encerclé par l'ensemble des syndicats, ne pouvait pas faire la mesure qui pourrait permettre, notamment Air France, je dirais, d'améliorer considérablement sa compétitivité, notamment, évidemment, aujourd'hui, la compagnie française donc, a pléthore de personnel. Je prends simplement un exemple. En Corse, 480 personnes aujourd'hui sur la Corse. J'ai rien contre la Corse, évidemment. 480 personnes d'Air France, alors que toutes les études montrent qu'avec 160 personnes, eh bien, tout irait bien. On se demande d'ailleurs pourquoi, dans notamment les DOM et les TOM, on a simplement 100, 120 personnes dans les différents territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer. Alors, il y a un autre élément également, on en a discuté hier soir avec le président, c'est la baisse de qualité des services d'Air France. Toutes les compagnies concurrentes sont meilleures que nous. Bon, il l'entend, il veut investir 500 millions aujourd'hui dans la qualité des fauteuils, etc., les services d'Air France. C'est un premier point, enfin un deuxième point, après évidemment la diminution de ses effectifs, qui pourrait relancer la compétitivité des France. Alors, moi je veux bien qu'on reporte la faute sur l'État, etc., sur ADP, mais il faut d'abord que Air France, notre compagnie nationale dont on tient tous, commence déjà par des mesures importantes. Alors vous me direz, dès l'instant où il lance une mesure, notamment sur le low cost, et là, je partage l'avis de Savary là-dessus, c'est vrai que si Air France ne développe pas Transavia en Europe, Air France, effectivement, aujourd'hui, se met en très grave difficulté. Car aujourd'hui, il y a un développement du low cost qui est indispensable. Le fait d'avoir cédé un petit peu aussi à l'égard des pilotes de ligne est une erreur magistrale, véritablement, et qui va entraîner, évidemment, les difficultés qu'on va connaître, évidemment, aujourd'hui sur Air France. Voilà, je voulais simplement rappeler, mais je voulais féliciter Bruno, qui a fait effectivement un travail considérable. Corriger ce que vient de dire Jacques-Alain Benesti, je n'ai pas tapé sur ADP. J'ai mis les politiques devant leurs responsabilités. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai mis les politiques devant leurs responsabilités. Il faut que les politiques ils soient cohérents. Ça me paraît indispensable. Oui. Bien entendu que je n'ai pas tapé sur l'ADP. Donc, ce sera retiré du compte rendu, je l'espère. Je passe la parole à Stéphane Demilly pour le groupe UDI. Merci, Président. Cher collègue Bruno Le Roux, chers collègues, il y a un mois, le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande, la FNAM, Alain Battisti, à ne pas confondre avec notre collègue Benesti, tirait la sonnette d'alarme dans une lettre ouverte où il assurait que si rien n'était fait, il n'y aurait effectivement plus de compagnie aérienne française dans 5 ans. Maire d'une ville où on construit les cockpits de tous les avions de la gamme Airbus,
Je ne peux tout simplement pas imaginer que d'ici 5 ans, aucun de ces cockpits n'équipera des avions volant sous pavillon français, parce qu'il n'y aurait plus, tout simplement, de compagnie aérienne française, tout au moins, comme vous l'avez précisé, sur le plan capitalistique, et effectivement, le risque existe. L'enjeu est d'autant plus important qu'en France, les compagnies aériennes génèrent de très très nombreux emplois. Alors, j'ai entendu vos chiffres, moi j'en avais d'autres. En tout cas, on sait que ça représente effectivement des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Il est donc urgent de réagir, et c'est l'objet des propositions contenues dans votre rapport, que pour ma part je trouve très bon. Un rapport fruit d'une longue concertation avec les professionnels du secteur, un rapport clair et un rapport pragmatique. Le rapport insiste sur l'importance du pavillon français, je cite, « indispensable à l'excellence et au dynamisme de la France », et je partage, Monsieur Leroux, votre remarque sur la relation, plutôt même la corrélation que vous faites entre le pavillon et la souveraineté nationale. Une remarque importante alors qu'à une époque, le pavillon français maritime a perdu de son importance pour ne pas s'être adapté, justement, à la concurrence internationale. Le rapport pointe notamment le fait que les compagnies françaises n'ont pas su profiter de la croissance du trafic aérien mondial. Ainsi, la part du pavillon français a perdu à peu près 10 points entre 2003 et 2013. Et sans surprise, la perte du trafic a été la plus forte sur le trafic métropolitain, puisqu'on est à moins 14%, trafic qui a souffert du développement des low cost. Parmi les obstacles qui se dressent sur la route de nos compagnies aériennes, on trouve sans surprise le poids des charges, des taxes et des redevances, un mal français bien connu, le coût des investissements de sûreté, ou encore la concurrence pas toujours loyale des low cost et des compagnies du Golfe, vous en avez également parlé. Cependant, au final, ce ne sont pas seulement les compagnies étrangères et la pesanteur administrative et fiscale qu'il faut blâmer, même si effectivement nous avons des fers aux pieds, pour reprendre votre expression, mais aussi le manque d'adaptation du secteur français face à l'environnement européen et mondial qui est en rapide évolution. Du fait de la concurrence, Air France a d'ailleurs fait d'importants efforts dernièrement pour mettre à niveau son offre business et première au standard des meilleures compagnies mondiales. Et je trouve d'ailleurs les propos de notre collègue un petit peu excessifs vis-à-vis d'Air France. Par ailleurs, c'est aussi l'absence de véritables low-cost français opérant sur le territoire national qui a permis l'essor rapide d'acteurs étrangers. Et sur ce dernier point, l'absence de véritables low-cost, et ce sera ma question, pourriez-vous nous préciser comment vous appréhendez cette question, certes très sensible comme l'a démontré la récente grève des personnels Air France, mais cependant, et je pense que vous l'imaginez, incontournable. Merci beaucoup. Patrice Carvalho pour le groupe GDR. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous m'avez fait gagner beaucoup de temps en posant la question que vous avez posée, parce qu'en fait, que je partage complètement. Il y a une anomalie la plus complète. Hein. On ne peut pas, Monsieur le rapporteur, souhaiter avoir un pavillon français et puis en même temps larguer les parts qui existent au niveau de l'État. Hein. Vous savez, quand vous vendez votre maison, Monsieur le rapporteur, vous n'exigerez plus jamais rien. Ni la couleur des volets, ni ce qu'on y fait dedans, ni quand on veut faire le toit. C'est fait, c'est terminé. Et c'est ce qui se passe tout à fait naturellement. On est en système capitaliste et c'est une résultante normale. Mais de poids de mesure, quand on voit disparaître la sidérurgie, qui est sans doute, à mon sens, aussi fondamentale que de l'intérêt pour la France, hein, parce que je ne souhaite pas avoir des agressions un jour demain, mais si on en avait une, on serait bien embêté on serait d'acheter à ceux qui nous agressent peut-être le métal pour pouvoir se défendre. On est quand même aujourd'hui dans cette situation-là. Et là, on est beaucoup plus laxiste et on laisse plus les faire les choses. Et puis, moi, je ne suis pas opposé à taxer la grande distribution qui, effectivement, dégage beaucoup d'argent. Mais le résultat, ce sera quoi? Ce sera une augmentation pour les citoyens et une fois de plus pour les plus pauvres. Comme on l'a fait pour le diesel, hein, vous savez, le diesel, les 4 centimes sur le diesel, ceux qui le payent, ben c'est ceux qui payent déjà difficilement leur essence ou leur diesel. Bon, parce que sinon, bon, je dirais, il faut bien prendre conscience qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui de plus en plus en difficulté et qui souhaiteraient donc vivre un petit peu mieux. Alors, moi, une des questions que je pose, parce que bon, les Verts qui nous ont fait un grand cinéma hier concernant ce qui se passait sur Paris, aussi quand il y a des pics de pollution que
que je partage complètement sur le fond, mais qui sont complètement absents quand on parle des avions qui sont dans l'atmosphère. On parle du CO2 qu'on dégage à fond de train, parce que chacun le sait, la voiture, elle est polluante, l'avion ne l'est pas, on n'en parle jamais. Bon. En sachant quand même qu'entre le diesel et puis ce qu'on met dans les avions, la qualité est moindre et beaucoup plus polluant. Mais c'est une réalité qui est comme ça. Et pourquoi on parle de cette difficulté métropolitaine au niveau du transport aérien? Mais je pense qu'on aurait tout intérêt à détaxer encore plus la SNCF sur ses TGV, et à taxer plus les avions, parce qu'en fait, ça correspond à notre volonté. On a la COP21 l'année prochaine. On va dire quoi aux gens? On va dire que nous, on est pour tout avion, alors que nos centrales nucléaires, aujourd'hui, nous permettent de ne pas dégager lorsque le TGV circule. C'est un peu contradictoire. Merci beaucoup. Alors, les questions, essayez d'être le plus court possible. 1 minute. Je commence par Florent Boudier, ensuite Jacques Kosowski. Florent. Oui, merci, Monsieur le Président. Un rapport, cher Bruno, qui est une vraie aide à la décision et qui fait, vous l'avez dit en introduction, un constat très alarmant sur la perte de vitesse du pavillon français. Je passe sur les causes, vous les avez rappelées. Vous n'hésitez pas dans ce rapport à pointer du doigt les sujets qui fâchent, d'une certaine façon. Je pense à l'augmentation du taux réduit de TVA de 5,5 à 7 par l'ancienne majorité, de 7 à 10 par la nôtre, qui pèse sur un secteur extrêmement concurrentiel, la nécessité d'un ciblage plus fin du CICE, dont vous soulignez à juste titre qu'il n'est pas adapté à la structure des salaires propres à l'entreprise, notamment Air France. C'est un débat qui rejoint des préoccupations exprimées à maintes reprises sur d'autres sujets. Et puis des propositions sur lesquelles je souhaitais vous interroger plus précisément. Confier le volet régalien du transport aérien, c'est-à-dire la sûreté, à l'État. Dans la situation que nous connaissons, budgétaire, tout simplement, l'État en a-t-il aujourd'hui les moyens? C'est une question que l'on peut se poser. Proposer d'affecter la totalité des recettes de la taxe d'aviation civile au BACEA, plutôt que son reversement actuel à hauteur de 19% du produit au budget général. Oui, mais est-ce que Bercy ne va pas tout simplement nous rappeler le principe d'universalité? Est-ce qu'il n'y a pas là un obstacle très concret, très précis? Et puis, une autre question, plus polémique. D'une certaine façon, est-ce que vous pensez que l'entreprise Air France est capable aujourd'hui de se réformer de l'intérieur pour adapter son modèle économique? C'est au fond le vrai sujet. Pensez-vous qu'Air France soit en capacité de rejoindre progressivement ce qui apparaît comme le nouveau standard mondial du transport aérien, c'est-à-dire les TBC, les transports à bas coût, le low-cost, comme Gilles Savary a pu le dire à l'instant, et par conséquent, quel regard vous portez sur les manifestations du mois de septembre, cher Bruno, qui peut-être percutent un certain nombre d'éléments de diagnostic que vous faites dans votre excellent rapport. Je vous remercie. Merci. Jacques Kosowski. Jacques. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du groupe, une autre question qui est un petit peu différente de celle que vous avez eu l'habitude d'entendre. En 1995, Air France et Aéroports de Paris avaient lancé un vaste chantier visant à réaliser le hub de Paris-Charles de Gaulle. Cette chose faite depuis 2012 et désormais quelques 80 millions de passagers y transitent. Ce nombre devrait augmenter dans les prochaines années. Comme l'a rappelé récemment d'ailleurs Augustin Romanet dans Les Échos, ce hub est un outil stratégique pour l'économie française, mais il restera à condition de lui donner les moyens de lutter contre une concurrence toujours plus agressive. La première bataille vitale, ajoute-t-il, c'est celle de la qualité et de l'accessibilité. L'État a fixé à 2023 la mise en service du Charles de Gaulle Express, transport ferroviaire rapide entre la capitale et son aéroport. Je ne cache pas mon inquiétude quant au respect de ce calendrier. Pourriez-vous nous donner, Président, votre point de vue sur cette importante question ayant un lien direct avec la compétitivité de notre transport aérien? Merci. Merci. Yannick Favennec. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Leroux, le transport aérien est un secteur stratégique pour la France et le rapport que vous nous présentez indique qu'une absence rapide d'intervention de l'État se traduira par une perte accrue de la compétitivité du transport aérien français, voire une spirale dangereuse, conduisant à une diminution drastique d'activité et son corollaire, malheureusement, en termes de licenciements en masse. Vous préconisez d'adopter sans plus attendre les mesures présentant les impacts les plus forts ou les plus rapides, y compris des mesures mettant le budget de l'État à contribution. Alors le constat est, on le voit, très préoccupant pour nos compagnies aériennes, tout comme celui fait par un autre rapport remis il y a 1 an et demi
à Jean-Marc Ayrault et intitulé « Les compagnies européennes sont-elles mortelles ?» rédigé par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Alors ma question, elle est simple et sans doute un peu compliquée aussi. Monsieur le Président, votre rapport va-t-il déboucher rapidement sur des mesures concrètes? Et ces mesures, d'après vous, suffiront-elles à assurer l'avenir des compagnies françaises? Je vous remercie. Merci. Catherine Bobati et ensuite Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Bruno Le Roux, un rapport qui pose un constat implacable sur l'état du secteur aérien français. Pour ma part, je souhaiterais revenir sur l'ampleur de la concurrence agressive à laquelle se livrent les compagnies du Golfe. Vous l'avez évoqué, ces compagnies s'adonnent à des pratiques de dumping fiscal, faussant la concurrence. Vous avez évoqué qu'elles pratiquaient des tarifs préférentiels sur les carburants ou sur des systèmes d'agrément pour les compagnies étrangères souhaitant s'installer sur certains marchés locaux. Face à ces pratiques, la France et la Commission européenne ont entrepris un dialogue avec les compagnies du Golfe pour accroître la transparence et préserver une concurrence loyale. Or, force est de constater qu'elle n'existe pas. L'un des syndicats auditionnés a ainsi formulé la possibilité de conditionner l'attribution de nouvelles fréquences au respect de règles équivalentes dans le champ fiscal et social pratiquées par les compagnies. Selon votre rapport, pour chaque attribution d'une fréquence à une compagnie étrangère, cela équivaut à une perte de 25 millions d'euros de marge et 250 emplois basés en France. Cette proposition ne fait pas cependant l'unanimité. Les exploitants d'aéroports ont manifesté leur opposition, ces derniers étant soucieux de la desserte la plus large du territoire. Ainsi, chers collègues, ma question est un peu épineuse. Et quels sont les risques pour la France de se lancer dans une politique de protection anti-dumping? Et le gouvernement y est-il favorable? Merci. Guillaume Chevrollier, ensuite Gérard Sebaoun. Merci, Monsieur le Président. Le transport aérien français se porte mal et attend beaucoup de l'État. Le rapport que nous examinons n'est pas le premier. Il fait suite à un autre remis par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective il y a 16 mois qui aboutissait aux mêmes conclusions. Or, rien n'a été fait depuis. Votre poids politique, monsieur le rapporteur, au sein de la majorité actuelle, laisse espérer aux acteurs du secteur que des décisions vont enfin être prises pour retrouver de la compétitivité. Les mesures s'imposent, vous l'avez évoqué, une baisse de la fiscalité d'abord. Selon les professionnels, l'État devrait avoir les moyens de baisser les coûts du pavillon français, une somme de 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien. L'harmonisation des charges sociales, ensuite. On sait que les charges sociales calculées sur la base d'un salaire brut représentent 29% en Allemagne et 47% en France. C'est une situation qui n'est pas durable. Sur les coûts de sûreté en aéroport, la France est le seul pays d'Europe où les coûts de sûreté augmentent d'année en année. Et de plus, ces coûts de sûreté sont intégralement pris en charge par le secteur, ce qui est une configuration unique dans le monde. Le secteur attend également des actes de simplification administrative et réglementaire qui sont très attendus par les transporteurs, mais dans ce domaine-là comme dans d'autres, les acteurs, les opérateurs attendent des propositions très concrètes et c'est seulement ainsi que le secteur aérien pourra retrouver sa compétitivité, secteur qui est tout à fait stratégique pour la France. Je vous remercie. Merci. Gérard Sebaoun. Oui, et ensuite Yves Albarello. Gérard. Merci. Monsieur le Président Le Roux, l'État est impécunieux et le privé de ressources, c'est toujours très compliqué. Hein. Même si c'est pour la bonne cause, et Air France, dans un ciel concurrentiel, doit tous nous concerner. Et je crois d'ailleurs qu'on serait au-delà du chiffre qu'a donné Gilles Savary de 300 millions de pertes de recettes. Je pense que c'est plus que ça. J'ajoute d'ailleurs que s'agissant des taxes, il y a une taxe qui est bridée, c'est la TNSA, avec des conséquences néfastes que je ne détaille pas, même s'il y a une petite modification et une petite ouverture dans le PLFR 2015. Alors, mes questions sont deux questions. Alléger Air France sur la redevance aéroportuaire, pourquoi pas, mais ne pourrait-on pas moduler cette redevance selon le bruit et la pollution des aéronefs? Cela est autorisé par le Code de l'environnement et Air France pourrait en bénéficier puisque cette modulation permettrait à une compagnie qui a une flotte moderne, comme elle, d'être concurrentielle à ce niveau. Ça, c'est la première question. La seconde, pourquoi est-ce que vous proposez d'exonérer les passagers en transit pour une durée aussi large que 24 heures dans un amendement que vous aviez proposé? Merci. Yves Albarello et ensuite Françoise Dubois. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis globalement d'accord avec les propositions qui ont été présentées par Bruno Le Roux. Seulement, c'est qu'une seule partie du problème.
Le transport aérien, et notamment notre compagnie nationale, souffre d'un manque de compétitivité. Alors effectivement, alléger les taxes et les charges à la compagnie, c'est une bonne solution, mais elle ne sera pas suffisante. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée hier soir au président d'Air France. J'attends toujours la réponse, Gilles également. Il ne reste plus que 3 grandes compagnies européennes. Je ne parle pas des compagnies du Golfe ni des compagnies asiatiques. Il reste la Lufthansa, il reste British Airways, il reste Air France. Est-ce que vous êtes livré, Monsieur le Président, à une étude comparative d'un ratio effectif par avion? Parce que ce serait quand même intéressant de connaître ce ratio qui est déterminant pour la compétitivité de la compagnie. Elle pourra moderniser ses avions, elle pourra faire une business plus performante, améliorer la qualité des repas servis à bord, mais si les charges de fonctionnement sont toujours aussi lourdes, elle ne sera pas compétitive. Et donc là, il y a un vrai sujet qu'il faut mettre sur la table et affronter de face. Sinon, on n'y arrivera pas. Deuxième sujet, c'est la taxe de solidarité Chirac. Je crois qu'elle pèse lourdement dans les charges d'exploitation de la compagnie nationale. De mémoire, ça doit être entre 65 et 70 millions d'euros seulement à la charge de la compagnie Air France, alors que les autres compagnies, le but n'a pas été atteint, les autres compagnies ne s'acquittent pas de cette taxe. Alors, trouver une assiette différente, pourquoi pas, mais là, je rejoins l'avis de mon collègue communiste, parce que l'affaire peser sur la grande distribution, ça vient à dire que c'est le consommateur qui paiera cette taxe aérienne ou cette taxe de solidarité, alors que celui qui prend l'avion ne la paiera pas. Donc, il y a le secteur bancaire, je crois que ça a été évoqué. L'appliquer peut-être au secteur bancaire, qui fait aussi des profits relativement importants, serait peut-être mieux que de l'appliquer au secteur de la grande consommation. Et puis ma dernière question, elle a déjà été posée, quelle sera la réaction de Bercy sur l'attaque? Merci. Françoise Dubois, Christophe Priou. Françoise. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, cher Bruno, je te remercie de ce rapport qui a été effectué. Moi, je vais un petit peu rejoindre la question de mon collègue précédent par rapport aux taxes, puisque mes questions s'adressaient à ces taxes. Donc, concernant la première taxe, effectivement, la piste d'une contribution des acteurs économiques présents dans les aéroports, les hôteliers, les boutiques, etc., me paraissent intéressantes, mais quid de leur propre compétitivité? Et même question concernant la seconde taxe, la taxe de solidarité ou taxe Chirac. Quelles ont été les réactions des secteurs bancaires, assurantiels et de la grande distribution? Plus globalement, quel a été l'écho du gouvernement à ces propositions? Concernant la participation de l'État au financement des équipements de sécurité, dispose-t-on d'éléments de comparaison au niveau européen et international quant à ce financement? Enfin, je m'interroge plus largement sur le degré de désengagement de l'État dans la sécurisation de nos aéroports, qui devrait relever, à mon sens, pleinement de la compétence de l'État. Au-delà de la compétitivité des transporteurs aériens français, il y a bien sûr également la question majeure de la sécurité des passagers qui transitent par nos aéroports. Merci. Merci. Christophe Priou et Jean-Marie Sermier. Merci, Président. Saluer la rare unanimité sur le travail qui a été fait par le Président Leroux. Alors, je ne sais pas si c'était une... c'était pas dans, oui, mais je ne sais pas si c'est une mission impossible, mais c'est au moins une mission délicate. Mais je crois que vous êtes un peu chargé de mission délicate, Président, par ailleurs. Ce qui fera un lien d'ailleurs, puisque vous avez évoqué la souveraineté aérienne, on a parlé de Paris, de Toulouse. On avait posé la question avec mon collègue Yannick Favellec à Augustin de Romanet sur les nouvelles infrastructures. Donc je poserai une question quand même. Que pensez-vous, même si ce n'est pas tout à fait dans votre champ de compétences, du rapport de Notre-Dame-des-Landes et du futur aéroport, mais je crois que vous le traitez dans d'autres domaines également. Et puis rejoignant Guillaume Chevrollier sur la taxation en France, certains avancent que l'aérien français serait 11 fois plus taxé que les Pays-Bas et l'Allemagne. Merci Jean-Marie Sermier et David Douillet ensuite. Merci Monsieur le Président. D'abord, je rejoins les félicitations de l'ensemble des collègues à notre collègue Leroux. Moi, je voudrais revenir sur la vision de la Commission européenne qui va durcir les réglementations sur les subventions des collectivités aux compagnies aériennes qui travaillent notamment dans les aéroports régionaux. Alors, cette mesure cible naturellement les compagnies low cost qui ne sont pas des compagnies françaises et on pourrait s'en réjouir.
Mais ne pensez-vous pas que finalement on est en train de casser un marché naissant, extrêmement fragile, qui finira par s'imposer au fil des années et qui, à la longue, bénéficiera quand même à notre compagnie aérienne nationale si elle sait s'adapter? Si, David Douillet. Merci, Monsieur le Président. Et ensuite, Michel Henrich. Ça a été dit, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre entre deux structures, Air France et ADP. L'une qui amène les clients pour ADP, qui ne gagne pas d'argent, ou qui en perd, et l'autre qui en gagne beaucoup. Le déséquilibre est là. La passerelle n'existe pas, ou peu. Et on ne va pas invoquer toutes les raisons qui ont été dites pour constater ce fait. Donc, à l'image, tout à l'heure, j'ai un de mes collègues, je crois, qui a expliqué que ADP voulait investir dans une voie express liée au Grand Paris pour amener des voyageurs, donc des clients. Est-ce qu'elle ne pourrait pas investir dans la ligne aérienne qui lui amène aussi des voyageurs et donc des clients? C'est juste un état d'esprit sur lequel il faudrait réfléchir, avoir une cohérence. Donc comment envisagez-vous concrètement la négociation concernant le contrat de régulation entre l'État et ADP afin de lisser ces déséquilibres que vous pointez dans vos rapports? Merci. Merci, Michel Henrich. Et ensuite, Claude de Ganay. Il n'est pas là, Michel? Non, Claude de Ganay. Et ensuite, Gérald Darmanin. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je souhaite saluer le travail du groupe de travail et de son président. Alors, effectivement, Monsieur le Président Leroux, nous ne pouvons que constater dans ce rapport la nécessité de mettre en œuvre très rapidement une série de mesures visant à enrayer le déclin du transport aérien français. Ce serait un comble que les avions continuent à se poser sur notre sol, mais qu'aucun ne soit immatriculé sous pavillon français. C'est maintenant au gouvernement de reprendre les propositions du rapport et nous attendons une prise de décision forte en ce sens. Malheureusement, je doute de la capacité du gouvernement à prendre acte de la plupart de ces propositions, notamment la prise en charge exceptionnelle par l'État des investissements de sûreté aéroportuaire, donc le contrôle des liquides, des bagages en soute, actuellement pris en charge par les compagnies. En 2015, ceux-ci s'élèveront à plusieurs dizaines de millions d'euros pour répondre aux standards fixés par l'Union européenne. Ma question est donc simple. Au regard des immenses difficultés rencontrées par notre pays en matière budgétaire et les discussions du PLF pour 2005 en sont un exemple probant, comment le gouvernement compte-t-il financer cette série de mesures, certes indispensables, mais coûteuses, sans ponctionner d'autres secteurs et sans répartir le manque à gagner sur les contribuables ou sur les consommateurs? Je vous remercie. Merci. Dernier intervenant, Gérald Darmanin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Leroux, l'essentiel du trafic et donc de la compétitivité de nos compagnies aériennes se font en aéroport de Paris, mais il y a aussi des aéroports régionaux. Et dans ces aéroports régionaux, il y a parfois des concurrences. Et prenons l'exemple de la métropole lilloise, l'aéroport de Lille a une concurrence directe avec Bruxelles. Et effectivement, on se pose la question, souvent, ne serait-ce que par les prix offerts dans la taxation dans les aéroports, ou l'accueil, ou simplement les horaires, ou même les compagnies, ou les destinations, les gens du Nord, ou en tout cas les Belges, parfois les Allemands, parfois les Hollandais, choisissent, et même les Anglais, entre Bruxelles et Lille. Comment améliorer aussi la compétitivité de nos aéroports régionaux qui connaissent notamment des concurrences géographiques, exemple l'île des Cains. Merci à vous. Monsieur le Président. Juste de façon rapide, premier élément sur le groupe de travail, oui, vous aviez raison de noter le fait que la mission était difficile dans la période. Il y a eu la grève dans la période qui a permis quand même de ne pas prendre une seule semaine de retard. Et je souligne le fait que cela a donné lieu, et je pense que ça n'a pas été le cas depuis très longtemps, j'espère que ça sera le cas, mais que le rapport a donné lieu à un communiqué de presse commun des organisations syndicales et des organisations patronales sur un constat dont on ne peut pas penser qu'il se décharge sur d'autres. Ce que je ne veux pas laisser à penser ici, et notamment de la part de Bercy qui nous écoute, c'est que la facilité de ce rapport aurait été d'obtenir l'accord de toutes les parties sur quelque chose qui n'est pas finançable. Les mesures qui sont contenues dans ce rapport sont des mesures, et c'est en cela qu'elles n'ont absolument rien de révolutionnaire, elles sont des mesures à minima et urgentes. À minima et urgentes. Et si elles ne sont pas mises en œuvre, il y aura demain, elles ne suffisent pas à rétablir la compétitivité du secteur, elles ne suffisent absolument pas, mais elles sont à minima et urgentes.
Et donc, de ce point de vue-là, la solution de facilité aurait été de dire, sur la sûreté, il faut reprendre un modèle qui existe dans d'autres pays, créer une agence qui est une agence d'État. Je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui doit se nouer sur notre modèle en matière de sûreté aérienne et aéroportuaire, éventuellement la gouvernance que cela peut générer, mais j'ai considéré que cela allait au-delà de la mission qui était la mienne. La mission qui était la mienne, c'est une mission sur une courte durée pour des mesures qui soient des mesures à minima permettant d'espérer trouver un effet levier ensuite dans la façon dont les compagnies elles-mêmes, et là Gilles Savary a raison, dans la façon dont les compagnies elles-mêmes vont demain être capables d'affronter ces éléments de compétitivité et ces éléments de compétition européenne et internationale qui les forcent aujourd'hui à faire bouger leur modèle. Et notamment, la question de Transavia a été posée. Je pense que dans une compagnie aérienne, il y a un maillon qui est un maillon absolument essentiel, tout le monde le sait, c'est les pilotes. Et que les pilotes ne sont pas là simplement pour piloter, compte tenu de la place qu'ils ont dans ces compagnies, les pilotes ne sont pas là pour piloter uniquement les avions. Ils sont là aussi pour piloter la compagnie. Ils ont cette charge que si jamais il y a un problème, un mouvement, d'un seul coup, la compagnie s'arrête. Il n'y a pas beaucoup de compagnies et il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent s'arrêter totalement parce qu'une partie de ces personnels a décidé de ne plus travailler. Là, c'est le cas dans les compagnies aériennes. Et donc, la responsabilité des pilotes, ce n'est pas simplement de piloter les avions. C'est de piloter aussi, avec les structures de gouvernance, la stratégie d'une compagnie, parce qu'ils sont absolument essentiels. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé dans la grève n'était pas responsable. N'était pas responsable dans la capacité à essayer de faire évoluer le modèle. On peut ne pas vouloir aller sur toutes les propositions qui sont celles, mais vouloir le statu quo, voir le retour en arrière par rapport à la compétition aujourd'hui et a des effets dramatiques aujourd'hui sur la compagnie. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, peut-être le rapport ait pu participer pour une toute petite part à ce que l'on se retrouve sur cette idée qu'il faut quand même évoluer, qu'il faut aujourd'hui le marché à des segments différents sur lesquels la compagnie doit se mettre en situation d'aller attaquer sur des segments différents. Et la question n'est ni la délocalisation, ni d'avoir du low cost par rapport à ce qui fonctionne aujourd'hui. Mais le challenge d'Air France, c'est la montée en qualité aujourd'hui de ces services et c'est la capacité à aller chercher de nouveaux marchés à partir de nouveaux points d'appui. Ce qu'ont fait beaucoup des compagnies européennes qui sont nos concurrents aujourd'hui et sur lesquels nous sommes totalement, excusez-moi l'expression s'agissant du transport aérien, mais à la remorque aujourd'hui. Et donc, il y a véritablement un enjeu et les propositions que je fais dans le rapport pour ce qui concerne l'État sont des propositions dont je souligne le caractère incitatif nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, pour se mettre autour de la table et pour discuter de changements qui sont quelquefois des changements profonds, il faut qu'il y ait la capacité à ce que les acteurs se sentent soutenus. Et donc c'est en cela que je dis qu'il nous faut faire un effort dans le cadre budgétaire qui a été souligné par beaucoup aujourd'hui. Moi, je fais une estimation qui est bien plus... Sur la ligne budgétaire, on aura à en parler la semaine prochaine, mais il y a une ligne d'investissement qu'il convient, à mon avis, de faire progresser régulièrement pour lisser les investissements en matière de sûreté. Mais pour ce qui est la charge nette au budget de l'État, je la limite pour l'instant à un peu moins de 100 millions d'euros. C'est uniquement le reversement, c'est uniquement la capacité à reverser sur le budget, le budget annexe de l'aviation civile, le surplus qui est aujourd'hui et qui part au budget général de l'État et qui permet de mettre en œuvre la mesure d'exonération des passagers en correspondance dont la durée de 24 heures correspond à une définition juste internationale. Le passager en correspondance, aujourd'hui, c'est un passager sur une durée de 24 heures et c'est la définition. Donc, je ne sais pas si on peut la bouger ou la changer, mais là, ça correspond à une définition internationale. Sur ADP, le système de double caisse, la peur d'ADP était que je le remette en cause. Je comprends, moi, qu'il faille, notamment avec le statut qui est celui d'ADP, avoir des messages qui soient des messages sur les investisseurs, sur ceux qui sont aujourd'hui au capital. Mais dans le même temps, je ne l'ai pas retrouvé là, mais j'avais une note que vous avez peut-être dû recevoir sur le thème « Attention, si jamais on mettait en œuvre les propositions du rapport de rééquilibrage, cela entraînerait 3,5 milliards de perte de valeur demain pour l'entreprise ADP ». Moi, je pose une seule question à Aéroports de Paris. Que se passe-t-il demain et quelle est la valeur d'ADP si la compagnie nationale française venait à mourir? Et ça, quand on pose la question comme ça, je pense qu'on lie absolument les deux.
le hub de Paris, la façon dont nous organisons aujourd'hui le hub de Paris, la compagnie nationale y a une place qui est forcément une place très forte. Les compagnies françaises y ont une place très forte. Et donc, quand on rééquilibre la chaîne de valeur, je pense qu'on peut le faire dans l'intérêt conjoint des deux. Et d'ailleurs, la mesure d'exonération de taxes aviation civile pour les passagers en correspondance est une mesure qui est plébiscitée, non pas simplement par Air France, c'est vrai, plus par Air France que par les autres compagnies aériennes qui font du point à point, et donc forcément qui vont être moins concernées, mais aussi Aéroport de Paris, qui a tout son bénéfice aujourd'hui dans cette mesure. Le faut-il privatiser? Ça serait un très très long débat. Je suis très prudent sur ce qui relève des infrastructures et sur ce qui relève pour moi d'infrastructures stratégiques en matière industrielle et commerciale. Les aéroports, dans le service qu'ils rendent aux Français aujourd'hui, dans l'attractivité qu'ils ont pour nos pays, sont des éléments qui me semblent pouvoir être qualifiés de stratégiques. Et donc j'ai toujours une réflexion toute particulière sur la privatisation et la façon dont l'État doit pouvoir... Alors, on discute souvent avec le président Changuet des autoroutes et des structures autoroutières. Je pense que les questions que l'on se pose aujourd'hui sur ce que nous avons fait auparavant devraient nous inciter à peut-être creuser un peu plus sur les infrastructures aéroportuaires, la question de la privatisation et toutes les questions stratégiques qui en découlent ensuite. Voilà. Sur le low cost, bien entendu que Air France doit aujourd'hui se développer sur des secteurs qui sont des secteurs low cost. Elle doit le faire à partir de la qualité de service qui est la sienne, mais c'est un développement absolument essentiel pour la compagnie. Sur l'assiette grande distribution, je faisais simplement cette proposition à partir d'une... bon, le CICE, vous l'avez dit, je le dis dans le rapport, c'est très peu. D'ailleurs, s'il y avait demain... Ça n'a pas été possible. J'avais demandé à Yves Blin, dans le cadre du rapport qu'il a rendu sur les évolutions possibles du CICE, de savoir s'il était possible de cibler. Je n'ai pas renoncé à dire que quand l'État consacre plusieurs dizaines de milliards à des questions qui touchent à la compétitivité, il serait utile qu'il puisse peut-être cibler sur des secteurs pour faire en sorte. Bon, je vois bien les questions de réglementation européenne, je vois bien les questions qui s'opposent à cela, mais là, le CICE tel qu'il a été fait a cela comme conséquence qu'il ne concerne que très faiblement, voire quasiment pas du tout, un secteur qui a de graves problèmes de compétitivité. Alors que de l'autre côté, je rappelle simplement que quand il s'appliquera à plein, sur la grande distribution, rien que le CICE est estimé par Bercy à 3 milliards d'euros. Rien que le CICE. 3 milliards d'euros. Très franchement, quand on parle pour 210 millions d'euros de la répercussion qu'il y aurait pour le consommateur, les 3 milliards d'euros, ou en tout cas les 1,5 milliard aujourd'hui, les consommateurs ne les ont pas sentis. En matière de pouvoir d'achat et sur les prix de la grande distribution. On peut dire d'ailleurs qu'ils ont servi à faire autre chose. Je ne mets pas en cause là les choses. Mais pour vous dire un élément sur le chiffre d'affaires qui est celui de la grande distribution, quand j'ai pris les 210 millions de la taxe, dont je sais exactement ce qu'il coûte aux compagnies aériennes, à Air France, 70 millions d'euros, et sur le prix d'un billet pour les acheteurs, j'ai essayé de calculer ce que représentaient ces 210 millions d'euros sur la consommation quotidienne, sur le paquet. Je n'ai pas réussi à le calculer. Je n'ai pas réussi à le calculer, parce que c'est infinitésimal. Donc voilà, je veux simplement pousser cette réflexion pour aussi ramener à des ordres de grandeur. La grande distribution, on est sur plus de 300 milliards. De chiffre d'affaires global. On parle d'une taxe de 210 millions. Je ne dis pas que ce soit automatiquement sur ce secteur qu'il faut le faire, mais en tout cas, ce serait beaucoup plus juste et beaucoup plus supportable que de faire supporter ça à des compagnies qui elles-mêmes connaissent aujourd'hui des difficultés. La modulation suivant les avions, pourquoi pas. Le sujet n'a pas été abordé par les acteurs du groupe, mais ça peut être une question supplémentaire, puisque nous avons décidé dans le groupe de travail que, bien entendu, aujourd'hui, c'est à l'État, au ministre à qui j'ai remis le rapport,
et au Conseil supérieur de l'aviation civile de regarder, mais sur ces questions-là, nous avons choisi de mettre en place de façon informelle un suivi des propositions, et donc celle-ci pourrait figurer demain, au moins pour voir ce qui se heurterait, à quelles difficultés nous nous heurterions si jamais, mais c'est vrai que les flottes françaises sont souvent à partir d'avions qui ont fait des sauts et qui ont pris les sauts technologiques de l'industrie, et donc il faudrait voir si ça peut créer un effet par rapport aux autres avions qui sont sur ces plateformes, et un effet compétitif favorable pour nous. Le risque protectionniste est en même temps lié aux infrastructures. Oui, j'entends bien les aéroports régionaux qui aujourd'hui disent qu'il y a des droits de trafic, on voudrait les voir ouverts. Et notamment, beaucoup sont aujourd'hui, je pense à l'aéroport de Nice, je pense à des aéroports soumis à des propositions de compagnies qui sont des compagnies sur lesquelles, je le dis peut-être de façon qu'un rapport parlementaire peut faire, que l'État, je le dis dans le rapport de façon très claire, oui, il y a aujourd'hui des droits de trafic qui sont refusés à des concurrents, aujourd'hui sous couvert d'une enquête qui est en train de s'effectuer à Bruxelles sur les conditions de concurrence, et notamment avec les pays du Golfe. Mais je comprends bien aujourd'hui qu'un certain nombre de compagnies sont en mesure de faire des propositions à des aéroports régionaux de lignes qui viseraient à bien entendu remplir un souhait d'abord des aéroports et un souhait des citoyens qui sont dans ces zones-là. Et qu'aujourd'hui, en refusant ces ouvertures, ces droits de trafic et ces ouvertures de lignes, nous forçons à la liaison vers Paris, qui est plus facile dans certains endroits que dans d'autres. La chance du TGV, la liaison TGV Lille-Roissy directement fait que c'est très aisément, je pense, supportable pour les passagers qui sont venus en Paris. C'est vrai que quand on vient du sud, et même de Nice, même si la liaison est directe, c'est tout de suite 4-5 heures de plus pour une destination. Mais là, j'entends moi dire à l'État de ne pas faiblir aujourd'hui, parce que plus nous accorderons de droits de trafic supplémentaires à des concurrents qui ne sont pas aujourd'hui dans les mêmes problématiques que nous, et plus nous déséquilibrerons le pavillon français et les compagnies françaises aujourd'hui. Et donc c'est à elles de regarder comment elles peuvent améliorer en même temps les dessertes, comment les horaires peuvent mieux, enfin amélioration du service. Mais pour l'instant, je reste très très prudent, même si je vois bien qu'il y a une forte pression des aéroports régionaux pour forcément des ouvertures de lignes. Je vais profiter que le collègue est parti pour ne pas répondre sur Notre-Dame-des-Landes. Il est bien parti ? Eh ben voilà, donc s'il est bien parti, j'en profiterai pour ne... Écoutez, pour moi, toute la question est celle que l'on accorde, mais c'est un débat compliqué parce qu'il y a de multiples rapports, mais un aéroport, c'est un outil de développement aussi. C'est un outil de développement et l'on doit voir la façon dont il fonctionne, la façon dont il est prévu par rapport aux ambitions que l'on peut avoir sur un territoire et au développement que l'on en attend. Et à l'évidence, l'aéroport de Nantes tel qu'il est aujourd'hui est un aéroport qui ne permet pas de développement. Donc voilà, je m'arrêterai tout simplement là, parce qu'ensuite, le problème, il y a des dimensions, il n'y a pas que ça, il y a des dimensions qui sont très complexes, mais vous disant cela, je vous dis la façon dont je privilégie dans la grille, et dans une grille qui peut être d'entrée très multiple, la façon dont je privilégie ce caractère lié au développement d'un territoire de façon assez large. Enfin, dernière, va-t-il y avoir des mesures concrètes ? Oui, nous avons commencé. Je pense que dans les prochains jours, et la semaine prochaine, il y aura encore un élément qui va être un élément de confrontation avec Bercy sur les amendements que je proposerai en séance qui reprendront les amendements votés il y a maintenant 15 jours, mais faisant de l'exonération de la taxe sur l'aviation civile, enfin le reversement total sur le budget du ACA au 1er janvier 2015. Je n'ignore pas la façon dont j'essaye de continuer à travailler, mais il y a de fortes... J'essaye de dire que la façon dont on doit imputer, puisque cela représente un effort en matière de compétitivité, la façon dont on devrait trouver à imputer cette dépense, c'est sur ce qui est consacré à la compétitivité, c'est-à-dire les 20 milliards qui sont aujourd'hui. Et donc il faut trouver là
cette correspondance sur... bon, c'est beaucoup moins facile à mettre en œuvre qu'à dire ici. Mais s'agissant de mesures de compétitivité, je redis et je redirai jusqu'au bout qu'en tout cas, les mesures de ce rapport n'ont absolument rien de nouveau. Elles ont toutes été écrites auparavant. Elles ont toutes été dites par les différents acteurs et quelquefois tous les acteurs ensemble. Elles sont urgentes et à minima. Et je le dis, si elles ne sont pas mises en œuvre, nous nous retrouverons encore dans quelques mois pour un nouveau rapport qui fera suite à une situation de crise et qui sera dans un contexte encore dégradé par rapport à celui que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Et dernier élément, je pense véritablement que c'est un secteur, et là j'en parle aussi pour mes amis, nous sortons il y a quelques jours d'un débat sur Florange. On est toujours prompt, et je pense que ce qui s'est passé à Florange, c'est bien d'essayer de retrouver de la recherche, des activités. Mais on est toujours prompt à s'enflammer pour des secteurs qui seraient à forte identité, comme cela, et qui sont des secteurs qui nécessitent des restructurations profondes, quelquefois des secteurs sur lesquels on s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer, et on a quelquefois une réticence à s'engager sur un secteur qui est considéré, je pense, totalement à tort, comme étant... un secteur où les choses vont bien. Non, ça ne va pas bien. Un secteur de privilégiés. Non, le transport aérien, ce n'est pas un secteur de privilégiés. C'est plus un secteur de privilégiés, et fort heureusement. Et donc, compte tenu de ce que cela pèse aujourd'hui dans notre pays, je pense que nous serions bien avisés sur tous les bancs, avec quelquefois les modalités qui peuvent être les nôtres, mais à nous mobiliser pour ce secteur aujourd'hui dans notre pays, qui est en grave difficulté, et le jour où ça ira mal, c'est un domino. C'est un domino, parce que le jour où ça va mal, ce n'est pas simplement des compagnies aériennes, c'est aussi les aéroports, c'est aussi des constructeurs, c'est aussi... Et donc, dans un pays comme le nôtre, avec le passé, l'histoire et le présent en matière d'aéronautique, ce rapport se veut alarmiste, et je pense qu'il l'est à bon escient. Un mot pour terminer. Je reviens sur le CICE. L'idée quand même de cibler les entreprises qui sont soumises à la concurrence internationale me paraît quand même une idée plutôt pertinente, et ce que le président Leroux vient de dire le montre. En ce qui concerne, et je ne répondrai pas sur Notre-Dame-des-Landes, mais il n'y a pas eu de réflexion conduite au niveau national sur un schéma national des infrastructures aéroportuaires, et je trouve que c'est un sujet sur lequel nous devrions nous pencher. Je remercie Bruno Leroux de sa présence, du travail qu'il a effectué, travail de qualité. Merci à vous, vous étiez nombreux, vous avez posé de nombreuses questions. La réflexion progresse. Merci Bruno.